Vous avez traversé, en tout cas pour Jamil Abdelaziz et Jean-Yves Bonnaire, les océans. Et vous allez nous parler de la situation, effectivement, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. On peut même dire dans les Antilles, en règle générale, avec vous, Jean-Yves Bonnaire. Alors, et pour évoquer la question de l'adaptation des règles de l'art qui sont assez métropolitaines, quand on regarde bien. Jean-Yves Bonnaire, petit exemple sur les peintures en Martinique. Allez, on attaque directement sur le sujet. Oui, on a un sujet peinture effectivement qui nous a occupé ces derniers mois et on s'est aperçu, juste à titre d'exemple, que les peintures, pour être normalisées, devaient être testées à moins 10 degrés. Donc, on a un fabricant de peinture en Martinique, par exemple, qui produit de la peinture. Il envoie ses échantillons en France, parce que les moins 10 degrés, on ne les a pas en Martinique, il faut dire. Tout à fait. Donc, il faut, pour qu'elle soit donc certifiée et qu'elle puisse avoir un avis technique, qu'elles soient testées donc à moins 10 degrés. Donc, ce qui se passe, bien entendu, elles sont testées à moins 10 degrés, mais elles sont également testées dans les conditions que nous avons sur nos territoires ultramarins. Donc, ça fait un double coup pour, en fait, simplement satisfaire aux obligations de la certification, donc de l'assurance. À l'inverse, il y a un gros sujet champignon avec l'humidité dans les climats des Antilles. Et là, c'est moins travaillé, alors qu'il y aura peut-être justement à travailler sur ce sujet. Jamil Abdelaziz, autre exemple d'inadaptation, de règles qui se veulent... Enfin, cela dit, dans les DTU, on voit que ça exclut, normalement, dans l'expression des DTU, on met toujours hors outre-mer. Hein, c'est ça, c'est quand même clairement dit. Exactement. Donc là, c'est exactement le nœud du sujet. En fait, la Nouvelle-Calédonie a un statut particulier, c'est que la Nouvelle-Calédonie, depuis 1956, elle a la liberté de faire le droit qu'elle souhaite et de choisir le type de normes qu'elle souhaite mettre en œuvre. Donc, la pour le bâtiment, c'est 1988, non? C'est pas ça votre compétence? Oui, voilà. Et donc, la Nouvelle-Calédonie a effectivement choisi de suivre des normes françaises et européennes. C'est un choix qui coulait pas de source, puisque nos voisins construisent très bien, et ils sont australiens, ils sont néo-zélandais. Mais malgré tout, on a choisi d'affirmer une identité technique nationale. Et la France nous le rend bien, puisque la France publie des normes qui ne s'appliquent pas dans les territoires ultramarins, et la France produit des avis techniques qui ne sont bien sûr pas applicables dans les territoires ultramarins. Ce qui sous-entend, comme le disait mon confrère, qu'on est obligé nous-mêmes d'apporter les modes de preuve qui nous manquent. Et effectivement, si on regarde la carte, la France n'est pas, la Nouvelle-Calédonie n'est pas en France, n'est pas en Europe, elle est à l'autre bout du monde. Et deuxième point fondamental qu'on partage avec les autres territoires ultramarins, c'est qu'on n'a pas la masse critique pour mobiliser toutes les ressources que le territoire national peut faire. Troisième point, comme dans les Caraïbes, j'imagine, on a une double insularité, parce que si on n'a pas la ressource en interne, parce qu'on n'a pas la masse critique, on ne l'a pas non plus dans notre environnement régional, puisque lui-même répond à d'autres normes et à d'autres approches. Entouré par des anglo-saxons, hein, c'est ça, on a exactement une omniprésence de la Chine qui Chinois, bien sûr. On a le Japon et bien sûr on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, les trois constats qu'on fait et la réponse du choix que l'on a fait d'avoir une identité technique française sont ça, c'est-à-dire une difficulté à se retrouver dans des systèmes de normalisation d'avis techniques qui ne nous parlent pas, une masse critique qui nous empêche de développer en compensation des ressources propres et des ressources régionales qui sont, elles, d'autres systèmes de valeurs avec d'autres référentiels. Alors vous pouvez faire appel à des fonds dédiés à l'outre-mer quand vous voulez travailler ces sujets. Mais finalement, c'est de la dépense publique qui vient s'ajouter. Parce que Nouvelle-Calédonie, vous me disiez 280 000 habitants. C'est un quartier de Toulouse, me disiez-vous, parce que vous êtes toulousain d'origine. Ça ne permet pas d'avoir effectivement les financements pour aller aussi loin, aussi précisément que ce qu'on va travailler à l'échelle d'une norme ou en France, en métropole. C'est un peu le sujet, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Donc on a sollicité l'AFNOR il y a quelque temps pour qu'au moins de façon native, lorsque la métropole publie une norme, elle s'assure que cette norme soit applicable dans les territoires ultramarins. Et je rappelle que le général de Gaulle disait « le soleil ne se couche jamais sur la France », mais il ne se couche jamais sur les normes non plus. Donc ça serait intéressant qu'on ait cette approche et qu'on puisse avoir, qu'on soit à Saint-Pierre-et-Miquelon en Guyane, en Calédonie ou en Polynésie, des systèmes de normalisation, donc des référentiels techniques
puisque je rappelle que c'est notre identité technique. On est l'outil de différenciation nationale dans le Pacifique Sud. Au moins qu'on nous aide à les rendre applicables en l'état, sinon on les rend inatteignables et incompréhensibles pour les acteurs. La morphologie des acteurs de petits territoires comme la Nouvelle-Calédonie n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en métropole. Il faut simplifier, il faut rendre accessible à la fois budgétairement, mais d'un point de vue de la compréhension, ces systèmes qui nous échappent complètement. Quand vous demandez à une référence sur la peinture, par exemple, vous demandez à un artisan d'utiliser une peinture certifiée et vous vous rendez compte que ce coût de la certification correspond à des hypothèses qui ne s'y produiront jamais. Comment voulez-vous que ce discours soit porteur de sens? Vous voyez ce que je veux dire? Jean-Yves Bonner, vous êtes d'accord? Complètement, c'est ce que nous vivons au quotidien. En fait, on se retrouve avec un corpus normatif qui est souvent inadapté, parfois incomplet. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des sujets qui sont prégnants chez nous, qui nous concernent et qui ne sont aujourd'hui pas couverts par des référentiels techniques. Et puis, on a effectivement toutes ces spécificités dont Djamil a parlé et qui conduisent à une sinistralité qui est extrêmement particulière. Dans la vie d'un bâtiment, on se retrouve avec des problématiques qui sont très différentes de ce qu'un bâtiment sur le territoire hexagonal peut connaître. Et puis surtout, et je pense qu'on en parlera, nous avons à faire face à une sinistralité exceptionnelle qui est due à des événements qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître ici. Il y a plusieurs aspects à travailler. Il y a effectivement les questions, on en a parlé dans une des tables rondes de l'après-midi, des conditions dans lesquelles les bâtiments sont travaillés, fabriqués, construits ou même rénovés pour faire face aux fortes chaleurs, aux questions d'humidité également. Mais vous avez aussi la sinistralité qui vient s'ajouter à la question. Il y a les séismes, il y a le volcanisme chez vous, beaucoup, et puis il y a les vents violents. Alors la Martinique, on a coutume de dire en Martinique en particulier qu'on a l'ensemble des aléas naturels, et à l'exception de l'avalanche. C'est vrai, l'avalanche est plus rare. Ça pourrait venir. Ça pourrait venir. Alors, non, mais ça fait rire, mais en 2018, on a eu un épisode de grêle. Il faut savoir que dans le dérèglement climatique, dont on a parlé et qui est un véritable sujet aujourd'hui, y compris pour l'Hexagone, puisqu'on voit que des phénomènes tropicaux de nature tropicale remontent maintenant sur l'Europe et viennent impacter l'Europe. Nous sommes aux prises avec un cocktail d'aléas qui est quand même assez exceptionnel, mais qui nous permet, si on est suffisamment réactif et si on est capable de développer ces normes adaptées, de prendre de l'avance et de pouvoir servir de laboratoire et de modèle effectivement à des territoires qui connaîtront des règlements climatiques sans doute ultérieurement. Servir de territoire d'expérimentation et de modèle, Christophe Delcan, ça peut vous intéresser parce que si on prend le cas des Antilles, ça peut être le paradis des vacanciers, c'est un peu l'enfer des assureurs, parce que quand on voit séisme, vent violent, volcanisme, ça fait quand même beaucoup de choses. Ça fait effectivement un cocktail détonnant, ça je ne pouvais pas dire, notamment quand on peut voir, je vais vous donner simplement un chiffre, mais Irma, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, c'est 1,9 milliard de coûts pour les assureurs, plus de 26 000 sinistres, c'est en gros 2 ans du PIB de ces deux territoires que l'on a indemnisé suite à un événement qui a duré 24 heures. Et on se doit, nous assureurs, d'être présents sur l'ensemble des territoires de la République, dont fait partie la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la Guyane. Mais pour cela, il faut qu'on ait certaines assurances, si je peux me permettre, ou qu'on soit conforté par certaines techniques, puisque le rôle d'un assureur, c'est d'accepter le transfert d'un risque. Le transfert de votre risque, quand vous faites construire un bâtiment, dommage ouvrage, ou le transfert du risque du professionnel, la responsabilité civile décennale. Et pour cela, on se doit de s'appuyer, de s'adresser à des éléments qui nous permettent d'avoir une certaine confiance dans le risque qu'on accepte. Et ces éléments de confiance, ce sont justement les règles de l'art. Et ces règles de l'art sur le territoire métropolitain, effectivement, c'est assez, on les connaît, ils sont maîtrisés, ils sont sus. Par contre, et on en avait discuté avec Philippe Estingois, qui a assuré le secrétariat technique, et avec vraiment, je le remercie de cela, parce que ça a été une grande efficacité, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs. Et quand on a discuté au début du lancement du programme Pacte, on avait insisté sur justement de travailler sur les territoires d'outre-mer. Et c'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, j'incite tout le monde à prendre le communiqué de presse du 30 octobre dernier, qui présente les 28 actions que vous avez évoquées. Et notamment, il y en a 2
plus particulièrement. Alors il y en a qui évoquent le confort acoustique, le confort thermique, le confort animalier, puisqu'il y en a sur l'intensité des termites dans les Antilles, que j'ai découvert, mais il y en a également 2 qui traitent de la cartographie des vents en Nouvelle-Calédonie, en cyclone, et il y en a un deuxième qui traite effectivement de l'intensité des séismes dans les Antilles. Et c'est toutes ces règles qui ont été particulièrement travaillées au sein du programme PAC, que l'on doit s'approprier, nous assureurs, pour pouvoir effectivement analyser, évaluer au mieux le risque, l'accepter et le tarifer au plus juste. Parce que Irma, on peut voir des images pour se rappeler quand même, il y a un peu plus de... C'était il y a un an et demi, de 2017, septembre 2017. Top 5 hein, quand même des catastrophes naturelles en France. Et puis 90% des bâtiments touchés, Jean-Yves Bonnaire, 25% des constructions détruites. Oui, c'est un événement d'une ampleur... Il faut quand même se le représenter, je veux dire... Difficile à imaginer. Alors, la chance quand même, quelque part, c'est que ce phénomène Irma touche un territoire qui est finalement peu peuplé. Mais il faut quand même se rendre compte que cet ouragan majeur, s'il était passé plus au sud, sur la Guadeloupe ou la Martinique, aurait provoqué des dégâts de l'ordre, on a estimé, de l'ordre de 10 milliards d'euros. Sachant que les réserves de... Oui, là, on a 1 milliard, hein, pas de millions. On parle bien en milliards. On parle bien en milliards. On parle bien en milliards. Et sachant que, si je m'abuse, les réserves de la Caisse centrale de réassurance sont de l'ordre de 4 milliards et demi. Donc, on voit bien que sur un seul événement, on a la capacité, je dirais, d'assécher les réserves de la Caisse centrale de réassurance. Donc, nous avons à faire face à des enjeux qui sont considérables. Il faut construire autrement. Et on va reconstruire, oui. Et donc il faut construire autrement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas simplement sur des enjeux dont on discute entre professionnels, donc des enjeux du bâti, sont véritablement des enjeux de société, de vie derrière. Parce que c'est l'activité économique, effectivement, qui ne redémarre pas. Ce sont les rapports sociaux qui changent. C'est la démographie de ces territoires qui est fortement impactée, puisque on s'est aperçu que Saint-Martin, sur la Dominique par exemple, que je connais bien, qui a eu à faire face la même année à un cyclone de catégorie 5, il y a quand même 28% de la population qui est partie de l'île. Donc on se rend compte que les impacts sont considérables et on mesure donc à ce titre les enjeux de cette action qui est vraiment prioritaire. Sabine Basili. Oui, c'est vraiment pour être aller se rendre compte sur place de la mobilisation sur le programme et sur les projets que nous avons accompagnés. C'est vraiment très prenant et on se rend vraiment compte finalement des particularités que vivent nos collègues, nos amis dans ces territoires. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un enjeu d'appropriation de toutes les projets que vous avez mis en place, notamment sur les règles de l'art. Il y a un enjeu énorme d'appropriation, notamment par les entreprises. Alors, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, c'est en train de se faire. Ils ont participé au projet. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les entreprises et les petites entreprises qui, aujourd'hui, ont du mal à toucher du doigt, à avoir connaissance de ce qui est en train de se faire. Et je pense que vraiment, c'est encore peut-être un appel lancé à nos autorités. Il faut qu'on continue à accompagner le développement d'autres projets pour justement infuser, distiller jusqu'à la mise en œuvre des pratiques pour que justement la sinistralité, elle soit de moins en moins prégnante et que ces catastrophes puissent être évitées par des pratiques vertueuses, par des pratiques qui auront intégré justement ces contraintes et ces normes qui sont adaptées au climat de là-bas. Et puis peut-être un dernier sujet, c'est que Monsieur Bonnaire, vous l'avez évoqué, vous l'avez dit, c'est vrai que d'aller là-bas, c'était aussi prendre connaissance de ce que vous avez fait, donc nous aussi d'apprendre de vous, parce que, comme vous l'avez dit, le climat est en train de changer, même chez nous. On assiste à des tempêtes catastrophiques, des inondations dans le sud de la France, des tempêtes du vent dans l'ouest. Et nous aussi, on a beaucoup de choses à apprendre de vos pratiques et de ce que vous savez faire. Ce que vous avez aussi à nous apprendre est important.
Jamil Abdelaziz, si on dit qu'on a des choses à apprendre de vous également, en Nouvelle-Calédonie, on a des constructions traditionnelles qui ont résisté à des vents extrêmement violents, là où les bâtiments plus modernes n'avaient pas résisté. Donc il y a une vraie réflexion aussi de savoir si on ne va pas retravailler, alors peut-être quitte à faire un peu différemment, mais à retravailler les mêmes principes de construction. Je pense qu'il faut qu'on inverse tous les dogmes. C'est-à-dire que par le biais de la norme et de ce que l'on apporte, on raye toute la compétence et toute la connaissance locale millénaire. Moi, je parle du Pacifique Sud, mais effectivement, elle est millénaire et elle a résisté. Et on raye de la carte des potentialités de développer un habitat océanien qui, pourtant, a son sens. Et on pourrait même le décliner sous l'aspect culturel. La relation à l'habitat dans les îles n'est pas la même qu'en métropole. Pas du tout la même. Et on s'impose par ces règles d'urbanisme malheureuses et ces règles de construction, on s'impose à oublier tout un tas d'éléments de construction qui ramèneraient les acteurs dans l'acte de construire par une économie circulaire, par une transition énergétique facilitée et par une appropriation des règles qui comprendraient beaucoup mieux. Donc moi, je réclame ce droit à l'expérimentation reconnu, encadré, validé d'un point de vue assurantiel. On a des demandes aujourd'hui des maires du nord de la Calédonie qui, par le biais d'une nouvelle route qui va se traduire, voudrait offrir une offre touristique et des hébergements qui soient réalisés en construction traditionnelle. Aujourd'hui, je suis incapable de les aider, sauf à des coûts qui dépassent largement nos moyens. Donc ce principe de la mise en synergie, ce que vous dites, des ressources nationales pour que l'expérimentation locale puisse donner du sens au savoir-faire ancestraux, c'est ça notre priorité. On a des gens intelligents, on a des gens compétents, on a des gens qui méritent qu'à s'exprimer. Il faut qu'on leur donne la possibilité d'être plutôt des catalyseurs, c'est-à-dire des faiseurs de réaction, plutôt que de leur imprimer des résultats qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Et puis travailler, au moment où on travaille sur les normes et sur toutes les réglementations en France, qu'on intègre ces aspects-là, qui, comme vous le disiez, en plus peuvent être, Sabine Basili, peuvent concerner aussi la métropole. Donc il y a vraiment tout intérêt à le faire. Christophe Delcamp, vous vouliez réagir déjà Oui, je voulais rebondir. Il n'y a pas qu'effectivement que dans les territoires ultramarins. On dit que les tempêtes en France coûtent le moins cher en Bretagne. Pourquoi ? Parce que les Bretons savent construire avec des pentes de toiture qui s'adaptent au vent. Mais surtout, au-delà de ça, c'est qu'effectivement, on est aussi dans une nation qui, souvent, l'impulsion est donnée par l'État. On a eu la loi ESSOC qui peut-être, avec l'effet équivalent, répondre à votre problématique. Mais également, comme vous le savez, depuis maintenant 1 an, il y a eu beaucoup de rapports parlementaires qui se sont penchés sur les sujets des problématiques dans les territoires ultramarins. Et le dernier, qui a été publié par le Sénat en novembre dernier, est dédié à la résilience et à la construction en Outre-mer. Et il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, il y en a notamment 2, la 29 et la 30, sur l'adaptation justement du bâti. Donc maintenant, on peut espérer qu'après la totalité de ces rapports, il y en a eu 4, que peut-être, à court terme, il y a un projet de loi qui vienne effectivement intégrer vos problématiques et que ça soit reconnu par l'État et que ça soit peut-être ce coup d'accélérateur qui nous manque, qu'on a eu avec Irma au niveau des acteurs économiques, parce que comme vous le disiez, il faut que les assureurs restent sur place et pour pouvoir rester sur place, il faut être assuré soit par effectivement une réassurance de l'État qui soit confortée, soit par l'adaptation des règles du bâti. Sabine Basili, vous vouliez intervenir. Juste après, on ira du côté de Jamil Abdelaziz et Jean-Yves Bonner pour voir, en mot de conclusion, quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'il faut travailler aujourd'hui pour qu'on pense mieux à ces adaptations de règles de l'art. Très très vite, hein, moi je voulais saluer effectivement l'engagement de chacun des acteurs ici présents, mais finalement, en fait, on s'est rendu compte à travers ce programme que la connaissance, elle sort des territoires et tous les territoires en général, parce que vous l'avez dit, il y a des pratiques qui ont été acquises au fil du temps, au fil de l'expérience, et finalement qui nourrissent un débat national, et ça c'est super intéressant. Jamil Abdelaziz, qu'est-ce qu'il faut faire dans les temps qui viennent pour faire mieux? D'abord, je me félicite du rapport sénatorial que j'ai lu et qui effectivement fait écho. Je me félicite d'autres rapports mais je n'ai pas vocation à enrichir des étagères de bibliothèque. Et j'ai vocation à agir. Parce que là, la semaine prochaine, je vais rentrer avec les industriels calédoniens. On va mettre en place des systèmes de certification de la qualité de nos produits. On travaille avec les assureurs pour couvrir tout ça sur une responsabilité décennale contextualisée à la Nouvelle-Calédonie. On est déjà dans l'action. Donc nous, ce qu'il faut faire, c'est nous aider à être les acteurs nous-mêmes de nos propres solutions. Donc d'une façon institutionnelle qui reste à définir, rendre tous ces rapports sénatoriaux, des parlementaires, de tout ce que vous voulez, acteurs
actifs, les mettre en situation de produire. Donc on a une direction de l'habitat, de l'urbanisme, on a l'agence qualité construction, on a énormément d'acteurs qui peuvent nous soutenir. Laissez-nous définir, proposer des règles, aidez-nous à nous mettre en synergie, parce que rien n'est plus loin qu'un territoire ultramarin que d'un autre. On est dans, moi, je sais, là en ce moment, là, les gens se lèvent en Nouvelle-Calédonie. C'est le contraire. Voilà, aidez-nous à travailler ensemble, parce que finalement, on est tous des insulaires, enfin, pour une grande partie des territoires ultramarins. Donc, on a des problématiques qui se ressemblent, on a des approches culturelles qui se ressemblent, et laissez-nous exprimer des solutions que vous pourriez, vous, étalonner à l'aune des règles et des exigences de qualité et de certification que l'on doit respecter, mais de façon co-construite, en fait. Voilà. Jean-Yves Bonner, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'irai exactement dans le même sens. Il y a donc cette responsabilité que nous exprimons. Je crois que c'est un petit peu nouveau, je dirais, mais les territoires ultramarins veulent prendre leurs responsabilités et démontrent au travers de ces programmes que nous sommes capables aussi d'amener des choses à la nation. Le travail que nous faisons sur la Martinique, il est quelque part inédit, et je dirais pour l'ensemble du territoire, puisque sur cette problématique, nous avons réussi à fédérer au-delà, je dirais, du secteur de la construction, que nous avons mobilisé des collectivités, les communes, donc les maîtres d'ouvrage. Et nous arrivons même maintenant à vouloir toucher la population, c'est-à-dire les bénéficiaires ultimes de notre démarche technique que nous adaptons aux populations pour qu'elles puissent elles-mêmes s'emparer du sujet, puisqu'on comprend bien que c'est pour nous un projet territorial et qui est, comme on l'a dit, qui est capable d'être diffusé sur les territoires d'à côté. Donc il y a aussi pour nous une finalité économique, parce que nous serons demain capables, avec une norme tropicale, d'aller toucher nos voisins, d'aller exporter notre savoir-faire dans la Caraïbe. Et aussi avec nos industriels, on a d'embrasser cette démarche d'innovation, validée effectivement par l'assurance, et de permettre qu'on puisse conforter nos micro-marchés en allant capturer des marchés voisins pour renforcer nos industriels. Et c'est un challenge que nous relevons. Il y a même un intérêt économique, effectivement, à avoir cette dimension. Alors, j'ai une question, Christophe Delcan, qui va vous intéresser. À quand un engagement des grands assureurs, filiales bancaires, pour financer le biosourcé plutôt que les produits d'origine minérale, première source de gaz à effet de serre ? Alors effectivement, les assureurs s'engagent dans une démarche de transition énergétique. Il y a eu des annonces qui ont été faites récemment et la FFA porte un engagement qui n'est pas tout à fait celui que vous exposez, mais qui est sur l'investissement ou l'assurance dans tout ce qui est industrie du charbon, où effectivement on est progressivement, on intègre dans nos politiques d'investissement et dans nos politiques d'assurance cette dimension. Donc on n'a pas été jusqu'à ce point très précis que vous évoquez, mais on y travaille. On y travaille parce qu'il y a un point, il faut l'avoir en tête, c'est ce que je disais dans mes propos liminaires, c'est que l'assurance se doit d'être confortée dans le risque qu'elle prend. Et pour pouvoir être confortée, effectivement, quand on parle d'intégrer du lin ou de la paille dans des actes de construction, c'est un peu compliqué. Donc, il faut qu'il y ait une certaine validation. Et contrairement peut-être à ce que j'ai entendu au départ, que ce soit de la technique courante ou non courante, c'est toujours assurable. Simplement à certaines conditions. Donc c'est ça qu'il faut qu'on travaille avec la DHUP, avec d'autres acteurs, pour être certain qu'en fait ce qu'on met dans un bâtiment, ça soit pas en fait in fine avec le temps plus à risque que des matériaux traditionnels. Mais c'est clairement l'objectif que les assureurs se donnent. Merci beaucoup Christophe Delcan, Jamil Abdelaziz et Jean-Yves Bonner. On peut vous applaudir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir accepté cette invitation pour ces aspects d'outre-mer.